Scénariste affirmé pour Claude Pinoteau et Patrice Chéreau, mais aussi cinéaste reconnu avec 6 longs métrages, Daniel Thompson a été à la plus belle des écoles de cinéma, celle d'un homme qui serait aujourd'hui centenaire puisque né en avril 1919. D'ailleurs, bien plus qu'un centenaire, c'est un éternel dans le cœur du public. Et membre de l'Académie des Beaux-Arts, cet homme avec lequel elle a écrit 11 films, c'est son père Gérard Houry, à qui elle consacre pour cet anniversaire un livre riche de documents inédits pour célébrer un papa artiste qui avait la plus belle des ambitions, celle de plaire en faisant rire. Bonjour Daniel Thompson et bienvenue. Bonjour. Quand on dit Gérard Houry, les gens pensent tout de suite, et c'est normal, ont en mémoire les succès du réalisateur qu'il était. Mais beaucoup ont oublié qu'avant cette carrière-là, il a été acteur. Il a été acteur toute mon enfance. Donc moi, j'ai passé en effet une enfance avec un jeune couple, puisque ils étaient très jeunes quand je suis née, et donc qui étaient tous les deux comédiens et qui avaient du mal. C'était une vie extrêmement joyeuse et en même temps une vie d'angoisse, parce que les acteurs qui ont du mal à trouver des rôles et à travailler, c'est quelque chose qui est remis en question tout le temps, après chaque film, chaque pièce de théâtre. Est-ce que ça a été pour lui une blessure de ne pas faire carrière dans le métier d'acteur, lui qui a eu pour partenaire et comme complice au conservatoire Bernard Blier et puis François Perrier? C'est vrai que, contrairement à mon père, ils ont continué... ce n'était pas du tout de la collaboration, mais enfin ils sont restés en France et ils ont continué à exercer leur métier pendant l'occupation, alors que mon père, qui avait été engagé à la Comédie Française, a été viré au moment des lois les lois de Vichy, on lui a dit voilà monsieur, vous êtes juif, vous ne pouvez plus travailler pour l'État français. C'était quelque chose qui nous a probablement tous sauvé la vie, enfin qui a permis que je sois là ici aujourd'hui avec vous, parce que donc il est parti dans le sud de la France en zone libre, et puis ensuite je suis née pendant la guerre, et lui et ma mère, qui étaient donc des très jeunes gens, ils avaient 21 et 22 ans, ils sont partis se réfugier en Suisse et jouer au théâtre en Suisse. Ils ont trouvé miraculeusement un engagement à la Comédie de Genève, et donc quand il est rentré à Paris en 1945, du temps avait passé, 5 ans avaient passé, là, il s'est retrouvé dans une situation très, très, très difficile par rapport à ses copains qui, eux, étaient devenus des petites stars. Mais lui a continué avec beaucoup d'acharnement. Et alors, c'est surtout des rôles, en général, c'était le méchant. Alors, ce sont des beaux rôles, les rôles de méchants, mais enfin, quand même, c'est un peu frustrant. On va s'amuser par gourmandise, Daniel, à citer quelques-uns de ses partenaires. Edward G. Robinson, Paul Newman dans Pas de laurier pour les tueurs. Il a été dirigé par Raoul Walsh, le Raoul Walsh, s'il vous plaît, qui révèle John Wayne avant John Ford dans La piste des géants. C'était La Belle Espionne. Oui, La Belle Espionne, ça l'a beaucoup impressionné, l'idée de tourner avec Raoul Walsh, mais il l'a presque pas vu sur le tournage parce que c'était un personnage très absent et qui déléguait beaucoup à ses assistants et à son chef opérateur. Donc ça s'est passé un peu bizarrement. Puis c'était des petits morceaux de rôle, c'était pas des... Oui, mais il a quand même croisé sur ce tournage Yvonne Di Carlo et puis surtout Rock Hudson. Rock Hudson, qui était charmant, apparemment. Quels sont les acteurs américains ou les actrices américaines qu'il aimait ? Il avait beaucoup d'admiration pour Lorraine Bacall, qu'il avait d'ailleurs eu la joie de rencontrer, et moi aussi, plus tard. Il aimait aussi toutes ces femmes de ses films des années 30 et 40, Carole Lombard, toute cette génération-là, Greta Garbo, voilà, ça c'était son enfance à lui. Et donc, oui, il y avait ce mythe du cinéma américain qui existe toujours aujourd'hui, un petit peu moins en ce moment. Non, pour nous, il existe. Mais voilà, qui était probablement un rêve d'enfance et qui a fait certainement, qui lui a donné cette envie de devenir comédien, qu'il a eu très jeune dans l'enfance. Les belles actrices et les belles femmes, il en aura croisé quelques-unes, pour ne pas dire les plus belles et les plus talentueuses. On met Michel Morgan de côté. Il y a eu d'abord Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, il la croise parce qu'il écrit
Babette s'en va en guerre et voulez-vous danser avec moi de Michel Boiron. Ils ont le même agent, qui est Olga Horstig, qui est une femme qui était un des grands agents de l'époque. Et il y avait peu de femmes en plus dans ce métier, et qui avait été en fait, qui avait commencé cette carrière d'agent grâce à Michel Morgan. Et quand Michel Morgan est rentré de son exil aux États-Unis, puisqu'elle était partie là-bas pendant la guerre, et qu'il y a eu la symphonie pastorale qui a été présentée au Festival de Cannes, elle avait rencontré cette jeune attachée d'ambassade de Tchécoslovaquie. Et elle avait beaucoup aimé cette femme, et elle lui avait demandé de l'accompagner pour ne pas être toute seule pendant ce festival. Et puis, de fil en aiguille, elle lui a dit « Mais est-ce que ça vous intéresserait de devenir finalement mon impresario ?» On disait ce mot-là à l'époque. Et donc Olga, grâce à Michel, est devenue effectivement impresario et a commencé à avoir les gens les plus importants du moment, parce qu'il y a eu vraiment Pierre Brasseur, Alain Delon, à ses débuts et longtemps. Elle a eu bien sûr Edwige Feuillère, enfin tous ces gens qui étaient des grandes stars de l'époque. Et puis, elle est devenue l'agent de mon père en tant que comédien. Et c'est grâce à elle, d'ailleurs, qu'il a fait beaucoup de films en Angleterre, parce qu'il parlait pas mal l'anglais, et qu'il avait donc cette opportunité de gagner sa vie en allant tourner des choses là-bas. Et c'est grâce à elle que c'était passé. Puis, alors ça, c'est une autre histoire. Elle était devenue l'agent de cette toute jeune fille qui lui avait été présentée par Vadim quand elle avait même pas encore 18 ans. Elle avait flashé sur Brigitte Bardot, qui n'était pas encore Brigitte Bardot, si j'ose dire. Et elle l'avait pris sous son aile et elle l'a suivi jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, un jour, elle a eu en main ce scénario de Babette s'en va en guerre, qui ne plaisait pas du tout à Brigitte. Mais elle avait envie de faire ce film parce qu'elle avait envie de faire un film populaire qui allait enfin être vu par les familles et les enfants, et pas cette image de femme fatale qui avait bouleversé le monde entier. Et donc Olga, après de la présenter à ce mythique producteur dont on ne parle plus aujourd'hui, mais qui s'appelait Raoul Lévy, qui était un personnage extraordinaire, et ils ont demandé à mon père de réécrire ce scénario, et ça a été ses débuts de scénariste. Parmi les femmes qu'il va croiser, il y a Sophia Loren et également il y a Jeanne Moreau, il y a Hedy Lamarr. On a oublié aussi la beauté d'Hedy Lamarr à cette époque-là. On peut se demander pourquoi votre père n'a jamais écrit un film dont le premier rôle serait tenu par une femme. Alors, il a écrit un film avant les grands succès que tout le monde connaît, qui s'appelait Le crime ne paie pas. Dont Michel Morgan a le premier rôle. Oui, puisque c'est un film à sketch. Oui. Et les héroïnes enfin presque tous les sketchs, ce sont plutôt des histoires de femmes. Et donc il y a d'ailleurs une distribution absolument magnifique. Il y a Danielle Darieux, Edwige Feuillère, Michel Morgan, Annie Girardot. Donc le film est une histoire de femmes. Mais dès qu'il a commencé, tout de suite après, grâce d'ailleurs à ce film, puisque c'est la re-rencontre avec Louis de Funès, qu'ils connaissaient depuis très longtemps, parce qu'ils avaient tous les deux été dans des pièces de théâtre, joué des seconds rôles, etc., comme acteurs. Donc ils se sont retrouvés dans ce film où mon père le dirigeait pour la première fois, et où il y a une toute petite scène entre Louis de Funès et Danielle Darieux qui est hilarante. Et à la fin de cette scène, Louis lui a dit « Mais tu devrais faire de la comédie, tu es doué, tu as le sens de ça, il faut que tu fasses des comédies, pourquoi est-ce que tu fais des films sérieux? Change !» Et ça l'a beaucoup frappé, et donc très peu de temps après, il a imaginé cette histoire du Cornio, qui était basée sur un fait divers, et donc il a réuni Bourvil et de Funès. C'est une catastrophe! Regardez-moi ça! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Je vous en prie, ne vous gênez pas, marchez dessus. Oh là là! C'est pas grave! C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, et puis voilà. Ce tandem a été tellement magique, et cette découverte de ce don qu'il avait en lui et finalement qu'il ignorait, de diriger des acteurs dans des films comiques, parce que je fais toujours cette différence entre les films comiques et les comédies, puisque mon père, c'est vraiment un auteur de films comiques, avec des gags, avec un rythme, et des films d'aventure. Et donc, il a trouvé sa voie, et là, les femmes, finalement, n'ont
plus tellement trouvé leur place. Ils disaient toujours, quand on voit un homme tomber, tout le monde rit. Quand on voit une femme tomber, ça ne fait pas rire. Et c'est vrai. Et donc, en même tout cas, temps, c'était vrai à l'époque. Oui, mais en même temps, lui qui aimait les grandes actrices, Catherine Hepburn, Spencer Tracy, alors il y a du cinéma burlesque aussi, dans Madame porte la culotte ou d'autres films. Il aurait pu s'inspirer de ça. Elle avait le sens du ridicule, Catherine Hepburn. Effectivement, ces femmes, elles ont été des porteuses de comédie. Elles font rire avec des dialogues, avec des situations qui sont drôles. Mais le comique, le vrai comique, avec des personnages qui sont à la limite du clown. Buster Keaton, c'est un homme. Charlie Chaplin, c'est un homme. Ce comique-là, qui est un comique très physique, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus masculin que féminin. Patron! Oui? Patron, regardez! Qu'est-ce qu'il y a, ça? Patron! Horry, c'est le tandem avec Louis de Funès. Est-ce qu'on peut faire un parallèle et dire que Horry de Funès, c'est l'équivalent de Mastroianni-Fellini? Est-ce que vous acceptez ce rapprochement? Écoutez, j'ai tellement d'admiration pour les films de Mastroianni et de Fellini. Et je crois qu'il y a des films qui sont souvent touchés par la grâce parce que, justement, il y a une relation qui est touchée par la grâce. Un mélange entre une intimité, une amitié, un respect, une confiance, enfin, tout ce qui se passe sur un plateau qui fait que tout à coup, il sort quelque chose qui est un petit peu au-dessus des autres. Louis de Funès avait la réputation d'être très dur avec les metteurs en scène. Et avec mon père, c'était l'inverse. Il y avait vraiment une confiance et probablement une admiration mutuelle, d'ailleurs. Qui donnait des étincelles. Ça, ce sont des choses qu'ils ont cherché, trouvé ensemble, et que mon père a provoqué en faisant beaucoup de prises avec Louis de Funès parce qu'il avait besoin de se chauffer, parce qu'il avait besoin d'être poussé, et mon père savait qu'il n'avait pas encore atteint la folie qu'il voulait, et donc c'était quelque chose qu'ils cultivaient ensemble et qui était passionnant. Il faut aussi avoir ce discernement entre Bourvil et de Funès, où Bourvil serait presque des premières prises, de Funès plus longtemps à se mettre en route, et de se dire il faut que j'économise l'un au profit de l'autre. C'est aussi ça, metteur en scène. C'est un problème qu'ils ont eu dans la Grande Vadrouille et qu'ils n'ont pas eu dans le Cornio, parce qu'ils sont presque jamais ensemble, puisque l'un suit l'autre. Oui. Et tout à coup, il a découvert ça en tournant la Grande Vadrouille, et où effectivement, Bourvil était quelqu'un qui était immédiatement, complètement à son maximum tout de suite, et puis qui se fatiguait au cours des prises. Et quand il fallait faire effectivement des scènes où on les voyait tous les deux ensemble, c'était compliqué. Il fallait vraiment naviguer là-dedans. Et puis il avait été acteur, et il avait un grand amour pour les acteurs, et un grand respect, et une grande connaissance de leur fragilité. Et donc je crois que vous rapportez une très belle formule que tous les metteurs en scène devraient apprendre par cœur. Votre père disait, les acteurs, c'est comme du papier de soie. Si on les froisse, on ne les retrouve jamais comme avant. Ah, ça, c'est important. Et donc, voilà, il était très délicat avec ses comédiens. Le Cerveau, c'est donc le dernier film que votre père et Bourvil tournent ensemble. Dans la distribution de ce film, il y a Eli Wallach. Alors, Eli Wallach, à l'époque, il triomphe parce qu'il est dans Le Bon, la Brute et le Truand, et le public applaudit ce film de Sergio Leone. Mais Eli Wallach, on le voit aussi dans Les Désaxés de John Huston. Alors, je voulais savoir si votre père aimait les westerns, et il l'a repéré dans un western. Alors, mon père adorait les westerns. D'ailleurs, il m'emmenait beaucoup voir les westerns quand j'étais enfant. Et donc, alors, on l'appelait Eli Wallach. Ah, bien. Pardon, moi je ne l'ai pas connu. Rectifiez, vous avez raison, Daniel. Je vous rectifie, Eli Wallach. Et mon père avait bien connu Eli Wallach, alors dans la vraie vie, parce qu'il avait tourné un film à Vienne, un film d'Anatole Litvak qui s'appelait The Journey, Le Voyage. Il s'était bien connu à l'époque, c'était au début des années 60. Et donc, voilà, il avait le contact, il pouvait l'appeler. Donc ça s'est fait comme ça très facilement. Je pense au western parce que, en préparant notre rencontre, j'ai revu La Folie des Grandeurs. Et je me demande si c'est pas son western à lui, à Gérard Horry.
Monseigneur le Grand. Buenas tardes, amigos. Il y a des carrosses, il y a des courses-poursuites à cheval. C'est très juste ce que vous dites, parce que je me souviens très bien des rendez-vous que nous avions ensemble, d'ailleurs, souvent avec Michel Polnareff. Et mon père lui avait demandé une musique de western. Donc, et dès le début du film, oui. dès le générique, vous avez cette espèce d'envolée avec cette musique formidable. On se filme en commun avec votre père. Vous êtes aujourd'hui metteur en scène, Daniel Thompson. Avant de se quitter, la question la plus simple, c'est qu'est-ce qu'il y a du cinéma de votre père chez vous? Je pense d'abord que dans beaucoup de mes films, qui sont effectivement des comédies, il y a ce mélange entre un sujet qui pourrait être traité de manière dramatique, qui est finalement tourné en dérision et en sourire et en rire. Alors ça vient certainement de cette tournure d'esprit qu'on a toujours eue ensemble. Et puis, c'est vrai que j'ai essayé de faire des films qui étaient beaux aussi, enfin qui étaient soignés et avec un souci esthétique qui vient certainement aussi de lui. Maintenant, c'est pas toujours réussi et je dis ça vraiment en toute humilité. Il y a de la générosité, il y a de l'humilité, il y a plein de choses dans ce livre. Merci de ce cadeau. Il restera à jamais éternel pour nous. Merci Daniel Thompson pour ce livre et pour ce témoignage.